Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le 6e championnat d'Afrique des Nations se joue au Cameroun depuis bientôt une semaine. Ce championnat qui regroupe la crème de la crème des footballeurs africains évoluant sur le continent offre un spectacle de haute facture de la vie de certains spécialistes du ballon rond. Cette qualité du jeu serait en partie due, selon leur avis, à la qualité des infrastructures mises en place par le gouvernement du Cameroun. Ceci à la disposition de la Confédération africaine de football en vue de cette haute fête en terre camerounaise. Malheureusement, depuis le début de la compétition, un autre spectacle est livré par les spectateurs sur les gradins. Piétinement des sièges, pose des pieds sur les accoudoirs, les dossiers, occupation anarchique des places et dépôt d'ordures sur des emplacements inapproprié. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. CHAN 2020, déviance et incivisme. Comment comprendre? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Cissé Bamanga. Bonsoir Cissé. Bonsoir à tous les Camerounais qui suivent la grosse compétition et à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans notre pays. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train d'accueillir la première compétition internationale de l'année 2021. Vraiment, c'est un privilège pour nous, on est très contents. Okay. Et je pense que là, on est très contents, on va continuer à dire marhaba, comme on dit chez nous, à tout le monde et bonsoir à tout le monde qui nous regarde sur les réseaux sociaux et à vos millions de téléspectateurs. Voilà, on est très contents, on va continuer à être contents, c'est ça? Ouais, on va continuer à être contents. Bonsoir Didier Imkoa. Bonsoir Serge Alontou, bonsoir à tous mes copanélistes, je dis bonsoir à tous les Camerounais, nous sommes en fête. Évidemment, ce que vient de dire mon frangin, il a parfaitement raison. Ce tournoi qui appartient à la CAF, c'est le premier tournoi planétaire qui se déroule après la Covid-19. Donc, il faut le dire. C'est terminé. Je dis bien, après, parce que ça a commencé avant, nous sommes à la deuxième phase, la phase de résurrection. Donc, je pense, depuis qu'il y a un déclenchement de cette pandémie, c'est une cérémonie, je dis bien planétaire. Parce que c'est une fête qui est suivie dans le monde entier grâce à ces infrastructures d'une magnificence féerique paradisiaque. Il faut profiter de l'occasion pour dire merci au chef de l'État qui a fait un lex à la jeunesse et rendre hommage à tous ceux-là qui sont des organisateurs. Je parle par exemple du président du COCA. Nous sommes dans le littoral, monsieur le gouverneur qui est le président des sites, le président des coordonnateurs et surtout un hommage particulier à ces vaillants jeunes Camerounais volontaires qui ont accepté de trouver là une occasion d'exprimer leur patriotisme, leur amour désintéressé pour ce grand pays qui est le Cameroun. On en parle tout à l'heure. Bonsoir Dylan Cohen. Bonsoir Serge et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Également bonsoir à tous les étrangers qui sont sur nos terres, qui savourent le CHAN. C'est une fierté camerounaise de les accueillir et de leur souhaiter un très beau séjour sur nos terres. Okay. Boutozé, bonsoir. Bonsoir Serge. Je vais aller dans la même lancée pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont contents de l'organisation de la CAN au Cameroun en ce moment même. Vous savez, aujourd'hui, en dehors que c'est un jour de CAN, c'est aussi un jour important pour mon parti. Parce que les exécutifs des conseils régionaux ont été installés dans les 10 régions au Cameroun aujourd'hui. Cela annonce que les choses sérieuses vont véritablement commencer. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, scruter leurs faits et gestes
pour pouvoir les évaluer à la première année, voir si ça valait vraiment la peine de les choisir et si la mise en place de ces conseils régionaux va changer quelque chose au Cameroun. Kylian Nkouen, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il s'offusque de ce que, depuis le début de la compétition, divers actes de déviance et d'incivisme ont été notés, surtout au niveau du complexe sportif de Japoma. Il a parlé de piétinement des sièges, pose des pieds sur les accoudoirs et les dossiers, occupation anarchique des places et dépôt d'ordures sur des emplacements inappropriés. Vous avez sûrement vu également ces images. Votre sentiment, qu'est-ce qui explique ces comportements-là de la part de certains de nos compatriotes? Il faut dire, Serge, pour le dénoncer, que c'est une indignation de la part des citoyens qui, une fois rendus au stade, avec, je veux dire, ce joyau architectural que nous avons, il faut le reconnaître, que certains Camerounais brillent, ou alors bravent plutôt par cette mauvaise façon de faire, c'est-à-dire au lieu plutôt de protéger ou alors de mieux entretenir les infrastructures que les Camerounais ont payées de leur lourd tribut, certains se permettent à justement se sentir, comme on dirait, dans leur chambre. C'est à déplorer. Je crois que c'est une interpellation et pour une fois, je vais féliciter le ministre des Sports qui n'a pas manqué l'occasion de faire cette sortie pour rappeler les uns et les autres à agir par civisme et à comprendre que le stade, ou du moins les infrastructures qui sont mises en place, sont d'abord une fierté pour nous les Camerounais et un bijou à mieux entretenir. Je crois que le CHAN n'est pas la seule compétition qui va se jouer dans ces stades. Et on a plusieurs autres compétitions que nous... On a en image quelques-unes de ces actes répréhensibles. Là, oui. Je crois que c'est plutôt déplorable. On voit là des gens qui, sans aucune responsabilité certaine, se permettent de nous montrer, de nous faire vivre ces images. Je crois que c'est pas de bonnes images à apprécier et je crois que nous condamnons du moins et nous interpellons les uns et les autres à respecter du moins ce pourquoi les Camerounais se sont sacrifiés. Vous savez, la construction de ces stades nous a pris énormément d'argent et énormément de temps. Et il est mal vu, ou alors il est mal à percevoir que certains Camerounais s'amusent à se plaire, à se comporter de la sorte. Voilà, Joseph René Boutouzé, vous, comment vous appréciez toutes ces images-là, des actes, comme a dit le ministre, qui n'honorent pas leurs auteurs? Oui, effectivement, lorsqu'on voit ces images, on est un peu choqué, parce qu'à l'entame, on commence à avoir ce genre de désinvolture pour des équipements qui ont coûté cher à l'État du Cameroun. Je crois que tout le monde peut être indigné. Et je pense que c'est parce que nous sommes depuis dans un régime de tolérance. Et je pense que nous devons un peu sortir progressivement de la tolérance. Si c'est bon, mon gars, pour vous, ces actes, le ministre dit, c'est répréhensible. Donc, il s'expose à un certain nombre de choses, ces personnes-là. Écoutez, monsieur, je pense très bien que nous assistons là, une fois de plus, à des choses qui nous surprennent. Des choses qui nous surprennent, pourquoi? Parce que tout de suite, moi je pense par exemple au Grand Mall où des personnes allaient là-bas se faire des films avec des vidéos qui ont passé. Mais non, je pense que nous avons un peuple aujourd'hui, vous le savez très bien, qui jette de l'ordure en route, qui double à droite avec des véhicules ou des motos et qui vous insulte même. Non, nous ne sommes pas civilisés, je pense que nous ne sommes pas prêts. Je me mets à l'intérieur, je parle des Camerounais, la majorité, nous ne sommes pas prêts vraiment à avoir ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous avons des stades de waouh, nous avons une beauté. Je vous dis, M. Serge Alain, je ne le cache pas, j'ai des amis officiels qui sont venus ici dans plusieurs pays. Je vous dis, ils me disent qu'ils sont très étonnés par ce qu'ils voient au Cameroun. Parce que dans des pays très développés, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, aujourd'hui,
vous ne trouverez pas de villes qui ont 2-3 grands stades comme ça. Il y a des mini-stades, des micro-stades d'entraînement comme les Barthélémy. Il y en a dans plein de pays, mais vraiment des stades gigantesques comme celui de Japoma, comme celui de Bépanda et tout ça. Vraiment, je pense que le Cameroun a fait très très fort, M. Serge Alantou. Mais moi, je pense que c'est un patrimoine national, M. Serge Alantou. Pour une fois, laissons un petit peu toutes nos batailles et querelles politiques. Aujourd'hui, ces stades n'appartiennent pas à M. Biya. Ce stade appartient au Cameroun. Ce stade appartient aux Camerounais. Ce stade appartient à M. Sebamanga qui peut être président demain, qui va jouir de ce stade. Mais aujourd'hui, cet incivisme-là doit être sanctionné au plus haut niveau, M. Serge Alantou. Je suis très content de ce que je suis en train de voir, la note du COCAN et du MINSEP et tout ça. C'est très bien, mais il faut qu'on pousse encore très loin, M. Serge Alantou. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. On peut même aujourd'hui identifier ces personnes-là. Il faut le dire, hein, parce qu'on profite de cette chaîne. On profite aujourd'hui de cette plateforme qui est très bien vue, la plateforme Equinox internationale, de dire aux personnes, méfiez-vous, faites attention, bien que je suis très rapidement en disant qu'il y a des personnes qui justifient la bêtise avec la bêtise. La bêtise avec la bêtise, pourquoi? Il y a des personnes sur Internet et un peu partout qui prennent des photos du Real de Madrid, qui prennent les photos de Marseille à gauche à droite, pour dire que même en Europe, écoutez, on fait cet incivisme, mais non, on s'en fout de l'Europe. On a souffert pour avoir ces stades. Aujourd'hui, nous avons ces stades, nous devons les respecter et nous devons les entretenir. Voilà, Didier Mpoin, vous êtes membre du secrétariat technique, c'est ça, pour le site de Bépanda, hein? Tout à fait. C'est bien cela? Tout à fait. Mais lorsque vous avez vu ça, il n'y a pas ça du côté de Bépanda, la cuvette de Bépanda? C'est beaucoup plus du côté de Japoma qu'on a assisté. Qu'est-ce qui peut expliquer ces comportements-là de la part de certains de nos concitoyens? Bon, il y a un certain nombre de facteurs. Premièrement, il y a des gens qui ont des problèmes avec la modernité, avec le modernisme. Pour le grand monde, c'est ça? Oui, je vais vous citer deux exemples qui illustrent mon argumentaire. Le premier exemple, il se raconte dans mon village à Bazou qu'il y avait un homme qui avait l'habitude d'être toujours nu, un dénudé naturel, il aimait comme ça, il défouquait sur lui. Mais le jour où on lui a porté un billard, un habit, il a cru qu'il était toujours nu, il est allé défouquer, mais il a défouqué dans l'habit. Deuxièmement, je connais une étude sur les relations entre l'homme et les déchets. C'est un anthropologue qui a fait ce travail, qui a pu démontrer qu'en ville, il y a des citadins ruralisés et les villageois, les citadins ruralisés et les villageois urbanisés. Donc, il y a des gens comme ça qui ont des problèmes avec la modernité, ils ne comprennent rien à rien. Deuxièmement, il y a la psychologie de la foule. Les gens posent des problèmes par effet d'entraînement. Ils pensent qu'ils sont dans une fête. Ils font ce que les autres font par effet d'entraînement, et avec les réseaux sociaux, ils voient dans un autre stade les pieds sur les sièges, ils croient qu'ils peuvent aussi le faire. Mais c'est un stade comme le complexe sportif de Japoma, oui, ou le stade de la réunification de Bépanda sont ce qu'on appelle dans la gestion des risques les ERP, les établissements recevant le public, qui sont assujettis à un certain type de réglementation des risques. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans un endroit qui est fermé. Quand vous allez par exemple à Bépanda, même à Japoma, vous avez des affiches qui indiquent le code de conduite dans le stade. Les bouteilles sont interdites, c'est fumé, la fumée c'est interdit, l'arme interdite, le sac interdit. Il y a un certain nombre de choses qui sont interdites d'accès dans ce stade. Mais bon, allez-y voir les gens qui enfreignent à ce code-là. C'est les personnes insoupçonnables. Ce que j'ai vu tout à l'heure quand je sortais du stade, je ne voudrais pas le dire ici. Non, allez-y. Moi, j'ai vu vos confrères fumer.
Mes confrères? Oui, j'ai vu vos confrères fumer. J'ai vu vos confrères fumer. Alors que depuis la guérille principale, c'est bien écrit là qu'il est interdit de fumer dans le stade. J'ai vu les gens, malgré que nous ayons formé des jeunes volontaires pour le piquage des déchets, mais vous trouvez encore des gens bien structurés qui balancent les déchets comme s'ils étaient dans leur voiture. C'est un phénomène, c'est la mentalité. C'est pour ça que j'ai parlé qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la modernité. C'est-à-dire, tout ce qui est beau, les gêne. Moi, je ne voulais pas ici glisser vers la politique, mais je reste sur la mentalité rétrograde, parce que ça, c'est une mentalité rétrograde. Alors que le Chan... C'est les hommes politiques qui se comportent... Non, je ne voulais pas dire que bon, il y a des gens qui ne veulent pas ceci. Non, moi je pense que c'est une question de mentalité. Vous avez des gens qui rejettent par nature comme ça là, ce qui est beau, qui ont des problèmes avec ce qui est bien. Parce que je ne comprends pas qu'un homme bien structuré, bien mis, bien génique, qui a d'apparence joviale, puisse balancer les bouteilles vides après l'avoir vidé n'importe où et n'importe comment. Malgré le fait que nous ayons formé des jeunes volontaires au piquage des déchets, mais les gens continuent à se comporter comme s'ils étaient peut-être en brousse au village. Mais c'est en train de s'arranger. Parce que la formation que ces jeunes compatriotes ont reçue, c'était une approche beaucoup plus didactique. On leur dit que bon voilà, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas été formés. Il faut leur dire le bienfait de regarder le match dans un environnement assaini. Vous leur expliquez bon voilà, ici il y a des exigences de la CAF, n'entrez pas avec. Parce que ce qu'on ne dit pas, le Cameroun est l'organisateur du Chan, mais le propriétaire du Chan, c'est la CAF. La CAF, oui, justement. Actuellement, le stade du Cameroun, tout ce stade-là appartient à la CAF. Les exigences... Le Cameroun a mis à la disposition de la CAF. Tout à fait. Les exigences sécuritaires sont les exigences de la CAF. De la CAF. Vous comprenez? Il faut les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous allez payer des pénalités. Parce que vous avez des commissaires qui observent. Donc moi, je pense que... Et il faut, là maintenant, je dis à tous ceux qui aiment le football et qui vont dans ces stades-là que le stade de Bepanda, par exemple, a au moins 300 caméras de surveillance. Lorsque vous prenez le billet, lorsque vous achetez un billet, ce billet est votre carte d'identité. Donc on peut vous repérer dans les secondes qui suivent. Donc il faut demander... Parce que c'est ce qui est fait par rapport... Non, pour le moment, on ne veut pas brutaliser ces Camerounais-là. Non, après la sortie du ministre, je crois qu'on va monter à un niveau. Pour le moment, on leur parle, on conseille, on leur dit que non, voilà, c'est affiché là, entrer au stade avec le masque. Mais vous venez de dire que vous avez rencontré des gens qui fumaient encore aujourd'hui. Oui, moi, je leur ai dit. Ça a commencé. Moi, je leur ai dit que monsieur, non, ce que vous faites là n'est pas bien. Ce que vous faites là n'est pas bien. Vous êtes des gens bien structurés. Et puis, heureusement que ce confrère, il a compris, il a cassé la cigarette. Vous comprenez? On n'est pas là pour barrer. Non, il a cassé et puis j'ai appelé un volontaire. On a mis ça dans la poubelle, dans le sac poubelle. Donc je pense que petit à petit, ils vont comprendre que cette infrastructure n'appartient pas au président de la CAF. C'est pour les Camerounais. Donc c'est pour ça que je disais que le Chan est placé sous le signe du développement durable. Et le développement durable, c'est le principe de responsabilité, de solidarité et surtout de participation. C'est pour ça que c'est la fête, c'est une fête publique. Il y a un phénomène, il faut relever dans ce que j'appelle le développement durable, la cogestion, la copropriété. Il faut relever toutes ces deux choses-là pour dire que c'est notre infrastructure. Okay. Parce que après le Chan, ce sera la CAN, Dieu soit le peut-être en 2030, ce sera la Coupe du Monde, pourquoi pas. Ok. Dylan Cohen, toujours dans la sortie du ministre, il interpelle les volontaires et les stadiers commis aux tâches de surveillance. On a envie de se demander où est-ce qu'ils étaient, ces gens-là, les stadiers et les volontaires. Non, moi je ne vais pas tout de suite jeter les pots de banane sur ceux qui ont eu la charge de mettre le stade dans des conditions du moins d'hygiène et de salubrité.
Mais je vais tout quand même relever que jusqu'ici, je crois que l'adresse du ministre est assez bien indiquée. Peut-être les stadiers n'avaient pas substantiellement un élément sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour passer peut-être à l'acte répressif. Élément, c'est-à-dire quoi? Peut-être une autorisation, du moins quelque chose. Ils ont été recrutés avant le début de la compétition, non? Oui, mais je crois que le cahier des charges n'était pas clair pour eux. À ce niveau-là, la répression, puisqu'ici il faut qu'on passe. Non, c'est pas la répression. Vous devez, comme a dit Didier Imikwa, vous devez causer avec ceux-là qui s'écartent un peu de ce qui devrait être fait. Sauf que là, le stade, c'est difficile, on ne peut pas placer un stadier derrière un spectateur. Non, on voit comment ça se passe chez les autres. Ils sont placés, ils ont même le dos tourné au spectacle. Tout à fait, même si ils ont le dos tourné au spectacle, ils ne regardent pas le match. Ils regardent. Comment on n'a pas dit qu'il faut un stadier pour chaque téléspectateur, chaque spectateur. Oui, j'ai envie de vous poser encore la question. Où est-ce qu'ils étaient ce jour-là? Non, je ne veux pas me mettre je veux dire, à la place des stadiers ou alors leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Mais je note tout de moins que, puisque nous sommes à un début de compétition et qu'en réalité, je ne pense pas qu'ils aient su que de telles attitudes devaient se faire voir. Et bon, aujourd'hui, on a l'appui du ministre qui vient peut-être un peu réveiller pour leur dire désormais, vous avez du pain sur le plancher, il faut vous mettre en exercice pour effectivement faire régner l'ordre dans nos stades. Et à ce moment, je crois que c'est à partir de là que nous, maintenant, observateurs, nous pouvons les évaluer. Est-ce que désormais, on n'aura plus à vivre les spectateurs qui se permettent de porter les pieds sur des sièges qui coûtent déjà énormément cher? Est-ce qu'on n'aura plus, comme le grand frère Yimgwa l'a dit, les bouteilles qui vont traîner dans tout le stade, ou alors les papiers plastiques ou toutes les ordures que nous voyons ici et là? Donc, à partir de ce moment, nous sommes plus observants, on les observe, on voit jusqu'où ils vont tenir la rigueur de non seulement rappeler ou sensibiliser, mais également de passer à l'acte peut-être de répression, puisqu'il le faut. Il faut à un moment donné que les spectateurs comprennent que c'est un bien commun, un bien public qui mérite d'être entretenu et d'être respecté en tant que tel. Vous êtes pour la répression? Oui. Tous ces actes-là, ils doivent payer de tout ce qu'ils ont fait. C'est surtout cette image-là qu'ils ont renvoyée à la planète entière. Oui, Serge, j'étais en 2012 en N'Djamena. Oui. Et j'avais fait Maroua, Koussiri, traverser le pont arrivant à N'Djamena. Lorsque vous partez de Maroua jusqu'à Koussiri, comme c'est une savane qui a des arbustes, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que des... Vous voyez comment les plastiques noirs là seront accrochés partout sur ces arbustes là. Et dès que vous traversez le pont, là c'était en 2012, vous arrivez en N'Djamena, j'ai marché dans toute la ville de N'Djamena, je n'ai pas vu un seul plastique au sol. Un seul. Et j'ai dit là, nous étions en 2012. Et puis on m'a fait savoir que le gouvernement a interdit l'utilisation du plastique. Si vous arrivez à l'aéroport de N'Djamena, on fouille vos bagages, on constate que malgré vous savez que le Tchad ne veut pas de plastique, vous avez un plastique non biodégradable, on vous fait payer séance tenant 200 000 francs d'amende, ou bien vos bagages ne sortent pas. Vous voyez, ça a amené les gens à respecter la réglementation. Au Cameroun, on a dit pas de plastique parce que ce sont tous ces déchets plastiques qui font les inondations qu'il y a partout dans nos villes. On a dit pas de plastique, mais dans tous les marchés du Cameroun, il y a du plastique. Et puis on a une supercherie là-dedans. C'est que le plastique qu'on nous donnait dans les supermarchés pour emballer gratuitement, non seulement qu'ils n'ont pas changé la qualité, c'est toujours les mêmes plastiques non biodégradables, mais on nous les vend déjà. Maintenant, vous êtes obligé de payer la marchandise et de payer ce même plastique qui va aller créer du désordre urbain. Voilà. Donc, il faut véritablement aller vers
la non-tolérance. Parce qu'il y a un excès de tolérance administrative au Cameroun. Moi, je voyais un reportage où on parlait du Rwanda, où on disait que le Rwanda, c'est un peu une forme de dictature encadrée, où on agit sur des éléments qui ne permettent pas à la société de pouvoir se développer, à la société de pouvoir s'épanouir. Moi, je pense que nous devons véritablement aller vers ça. Lorsque vous avez détourné de la fortune publique, on doit vous censurer tout de suite. Parce que si on laisse tout le temps de longues périodes, de longs moments, les gens ne vont pas véritablement prendre la gravité des actes qu'ils posent et les gens vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Il faut véritablement que le peuple surveille les comportements des Camerounais dans l'ensemble, même des dirigeants des Camerounais, et que ceux qui sont au pouvoir actuellement puissent quand même minimalement agir contre des gens qui ne permettent pas au Cameroun d'atteindre le niveau où il devrait vraiment être aujourd'hui. Parce que le président de la République fait de son mieux. Mais qu'est-ce qui suit après? Regardez ces stades. Là maintenant, nous n'en sommes qu'à quelques spectateurs parce qu'on n'a pas permis à la grande masse d'aller au stade. Imaginez lorsque ça sera 50 000, 40 000 personnes. Mais les stades ne sont pas sales, hein. Les stades sont très propres. Hein. Lorsque ça sera 40 000, 50 000 personnes. Mais puisque vous-même, moi, je n'ai pas été... non, il y a des ordures. Non, je n'ai pas dit ça. Le ministre a dit qu'il y a des ordures. On parle plutôt des gens qui balancent les ordures n'importe comment. Oui, le ministre n'a pas dit que les stades sont sales. Non, écoutez. C'est différent. Didier, je sais que vous êtes un officiel. Non, c'est ce que je dis. Je sais que vous êtes un officiel. Vous pouvez dire que s'il y a 100 personnes, vous pouvez aller actuellement là, parce qu'il y a un deuxième match. Je vous mets au pari qu'aller actuellement à Japoma ou à dépendre où se joue ce match. Est-ce que j'ai parlé? Vous n'aurez pas ça. Est-ce que j'ai parlé de la saleté? Ok, voilà. J'ai dit, si on se plaint. Parlons beaucoup plus de la manipulation. Si on se plaint des actes d'incivisme, pendant que les stades ne sont même pas au 1/3. Je voudrais vous poser la question, si ces stades étaient remplis, il y aura multiplication du nombre de personnes qui vont donc poser ces actes d'incivisme. Alors on s'inquiète. Lorsque le Covid serait parti et que les gens pourront remplir les stades, est-ce qu'on aura la possibilité de garder même ces stades, même seulement pour 5 ans? Vous avez vu en 2 ans comment le palais des sports de Ouarda avait été totalement détruit, les toilettes bouchées et tout. C'est-à-dire que lorsque des gens... Lorsque les gens vont aux toilettes, il y a ceux qui ne veulent même pas attendre que se mettre en ligne. Des gens commencent à... Partout ici. Et puis, si on ne les identifie pas et on sanctionne, comment ça va s'arrêter? Moi, je pense qu'il faut que ça commence à être un peu sévère au Cameroun. Ok, si c'est Bamanga, justement, le ministre qui interpelle les volontaires et les stadiers qui sont commis à la surveillance, nous maintiennent la discipline dans les stades. Il leur demande d'être un peu plus vigilants, attentifs et rigoureux. Mais on sait que depuis aujourd'hui, surtout les volontaires de Japoma, ils ont maille à partir avec le comité local d'organisation. Écoutez, je pense que pourquoi nous insistons, nous persistons sur le fait qu'on doit encadrer ou alors on doit rééduquer les personnes qui sont dans un stade de football. Non, il faut vraiment percer la plaie. Nous devons rééduquer, revoir notre façon de faire, nous les Camerounais. Je disais tout à l'heure, quand je prenais ma première prise de parole, que les personnes qui jettent des pots de banane sur le sol, qui vous doublent à droite, qui vous insultent à gauche et à droite, c'est pas dans un stade de football qu'ils doivent bien se comporter, monsieur Serge Alentour. Voilà donc ce que je pense. Je pense que le gouvernement doit être encore plus difficile avec nous, moi y compris. C'est-à-dire, le monde avance, avançons avec elle. Maintenant, pour revenir avec le petit incident, si vous voulez, j'appelle ça comme ça, qui vient maquiller un petit peu du noir dans la belle fête qui est très blanche, nous déplorons cela. Nous savons très bien qu'il y a toujours des personnes
malheureusement, qui sont là pour profiter de ce qui se passe très bien pour se faire plein la faute. Voilà pourquoi je profite une fois de plus sur votre plateau pour dire à nos amis, les officiels de Douala qu'on connaît très bien, que je salue en passant, de faire très attention. Il y a des personnes qui veulent entrer en possession de quelque chose qui n'est pas le sien. Pourquoi je dis cela? Vous parlez tout à l'heure de petites mains qui sont rémunérées un petit peu entre 35 et 40 euros. Voilà, qui sont rémunérés comme ça, mais qui sont laissés à eux. Ils ne mangent pas. Par exemple, quand on prend un petit exemple sur le match du Cameroun contre le Mali, ils étaient au stade depuis 8 heures. Ils n'ont même pas eu un... Non, il paraît que ceux de Yaoundé n'ont pas... Non, je parle de ceux de Japoma, de Douala, oui. Vous savez, on peut pas... Je vous dis ce que je sais, qui est vrai. Oui. Voilà, il y a des personnes de Japoma, des petites mains... Parce que vous avez parlé du Cameroun au Mali, le Cameroun joue à Yaoundé. Oui, désolé, excusez-moi. Il y a des personnes ici à Japoma qui étaient là. Ils sont arrivés le matin, de 8 heures, même un sandwich ils n'ont pas eu, même une bouteille d'eau ils n'ont pas eu. Ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et on les a demandé aujourd'hui, ce matin, de venir au siège du COCAN qui est à Bonandior. Au service du gouverneur. Mais ils sont allés là-bas, mais rien. Mais si vous allez en profondeur, puisque ce pays, on sait comment ça fonctionne très bien, en profondeur, vous verrez que cet argent-là a été débloqué. Puisque Yaoundé, ils n'ont pas de problème. Puisque à Yaoundé, ils n'ont pas de problème. Ils ont très bien perçu leurs 40 euros. Ils ont perçu cela. Mais pourquoi aujourd'hui? Je profite aujourd'hui, comme il y a un officiel sur la table qui... Nous sommes au Cameroun. Oui, mais nous sommes... écoutez, M. Sejalin, je parle en héros parce qu'aujourd'hui... Non, je vais vous dire quelque chose, M. Sejalin. Avant de venir ici, j'ai des officiels togolais, des amis. Vous savez très bien que je suis un peu introduit dans ce champ, bien que je ne suis pas très officiel comme lui. Il y a des amis qui nous suivent et ils ne connaissent pas le français et qui n'en soient suivis à travers le monde entier. Oui. Alors, quand je parle de 40 euros, c'est pour qu'ils avoisinent un petit peu. Et puis aujourd'hui, le monde il est ouvert, mais nous déplorons cela. Je pense que Didier Yunqua, dès que vous sortez de ce plateau, vous devez saisir cette affaire, vous rapprocher du gouverneur qui est le président du COCAN et autres, notre ami Emmanuel, comme pour que ces petites mains soient vraiment rémunérées et pour que la fête continue à être belle. Mais rapidement, M. Sejalin, nous déplorons encore un petit peu des embouteillages. Non, on y arrive. Le problème de ces personnes-là chargées du maintien de la discipline. Didier, s'il te plaît, tu es officiel, je t'envoie comme ça de récupérer cette affaire pour que les petits Camerounais qui ont exercé puissent avoir leur... Didier Yunqua est du côté de Bépanda. Je crois que là-bas, il ne se plaignent pas. Non, pas du tout. Involontaire. Okay. C'est ceux des Japonais qui se plaignent. Didier Yunqua, face à cette situation, pourquoi on doit toujours entendre des petits scandales? Pourquoi tout le temps au Cameroun? Non. Il faut toujours qu'il y ait un élément qui vient, on va dire, gâcher la fête. Non, sans vouloir exagérer, je vais quand même admettre que c'est le propre de ce qu'on appelle les événements à masse populaire. Oui. Vous voyez, c'est pas qu'au Cameroun, parce qu'il ne faudrait pas que on s'appesantisse ou on s'apitoie sur le Cameroun. Comme si ils disent, ces volontaires disent que la malchance, ceux qui font le même boulot qu'à un niveau de Yaoundé, voilà, Didier est là, Pépanda, on n'entend pas ils ne se plaignent pas de ce côté-là. Pourquoi Japoma? Pourquoi il faut toujours ces petits éléments pour gâcher la fête? Je crois que Japoma est un stade nouveau. Est-ce que les choses sont préméditées? Est-ce que c'est à dessein que nous assistons à ce que nous vivons? Je me suis tenté par répondre quand même pas une certaine réserve. Je crois que nous sommes ici face à une spontanéité, c'est-à-dire un problème auquel personne ne s'attendait. Les officiels qui sont chargés d'assurer l'ordre ont ce devoir désormais, au moins à partir des premiers matchs que nous avons vus, ils ont ce devoir désormais de savoir comment s'y prendre pour du moins réduire au maximum tous ces débordements, ces effets d'incivisme au sein de nos stades. Maintenant, la question pourquoi, je ne peux pas de façon explicite et claire dire ici quelles sont les motivations, mais toujours est-il que nous constatons qu'il y a encore des Camerounais qui refusent de contribuer à leur façon à ce que ce qui est pour nous un héritage soit mieux conservé
pour les générations venues. Je dis tout ça, c'est déplorable. Hein. De chercher les raisons, pour moi, c'est un peu... pour moi, ça n'a aucune importance. Je suis dans la logique de dénoncer à outrance et d'aller de m'aligner en droite ligne avec la note du ministre pour interpeller effectivement les différents responsables de ne pas lâcher prise et de prendre effectivement les responsabilités. Voilà, Didier Mkwa, Japoma, incivisme, Japoma, également les volontaires qui sont pas, qui se plaignent. Qu'est-ce qui se passe à Japoma? Je suis très surpris de la tonalité que prend cette histoire. Oui. Que nous qui sommes à côté considérons comme une histoire juste en retard. Je connais. Pourquoi seulement un Japonais qui a le retard? Oui, parce que moi je connais un tout petit peu le coordonnateur de Japoma, M. Njoke. On peut tout dire de lui, mais je ne pense pas que l'honorable Njoke peut se mettre dans ce genre de choses. C'est combien même? C'est pas beaucoup. C'est dans les 5 000. C'est rien. C'est rien. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un problème de retard. Peut-être les enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui circulent parmi eux. Parce que ces volontaires-là, c'est des jeunes Camerounais, c'est des vaillants, c'est des soldats camerounais, vous comprenez. Il y a beaucoup de choses qui circulent parmi eux, sur les réseaux sociaux, des informations dont on ne peut même pas maîtriser la source. C'est pour cela que dans chaque commission, il y a un groupe WhatsApp pour chaque commission, pour que tous les membres soient au même niveau d'information. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et puis, vous savez, ça j'allais autour. Vous êtes un fils de Yaoundé. Vous vous rappelez de l'histoire de Monté? Le collège Monté? Oui, bien sûr. C'est une histoire qui est partie de rien. Voilà deux trois tendus qui sont au troisième niveau, qui crient « Oh, la maison tombe !» Et à la fin, on a détruit tout un établissement scolaire qui faisait la fierté de la capitale. Donc il faut faire attention avec la psychologie de la foule. C'est un problème de foule. Je peux vous dire, ça fait depuis quelque temps que nous travaillons, parce que M. Njoke, l'honorable Albert Njoke, et le président Hervé Manankom travaillent main dans la main. Non, c'est pas un problème de personne ici. Les volontaires se sont plaints. Nous ne sommes pas là pour... nous ne sommes pas là pour... Les volontaires se plaignent, point. Donc, moi, je pense que c'est ici, parce que depuis ce matin, j'étais au stade de Bépanda chez nous. Oui. J'ai suivi ça comme une information banale, mais ils sont rentrés dans les droits. Quand j'écoute... Est-ce qu'ils avaient donc besoin d'en arriver là? Oui, vous savez, Serge, ils sont quand même 600. Presque 650. Didier, quoi? Ma question est celle-ci. 650 des jeunes. Pourquoi seulement Japoma? Pourquoi chez vous, à Bépanda, il n'y a pas ce problème? Non, il faut pourquoi Yaoundé, il n'y a pas ce problème? Il ne faut pas faire cette comparaison-là. Vous savez, chacun a sa manière, sa stratégie de gérer. Et je suis sûr et certain que ça doit être un problème de retard. Il n'y a rien là derrière. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. J'ai vu, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Donc je pense que ça doit être un problème de retard. Parce que j'ai été au Kokan, c'est-à-dire au centre du Kokan, je crois 48 avant. J'ai vu comment on préparait déjà le paiement de ces gars. Et juste après, il y a la note du ministre. Il y a une note du ministre qui a réorganisé l'administration de ces volontaires-là. Peut-être pour harmoniser. Il y avait déjà un plan. Subitement, il y a une note du ministre qui réorganise la gestion des volontaires. Maintenant, pour harmoniser, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 4 heures de temps. Vous comprenez? Moi, je crois que c'est ça. Parce que j'étais un témoin oculaire. Je suis passé faire des photocopies dans notre centre du Kokan. Parce que nous sommes logés à la délégation régionale du tourisme. J'ai vu le coordonnateur du site de Japoma qui avait déjà choisi quelqu'un qui devait faire ce travail. Mais juste après, voilà une note du ministre qui réorganise l'administration des volontaires. Il faut passer maintenant tout cet argent dans une autre main. Ça prend un temps. Vous êtes d'accord avec moi, Serge Alain?
Je témoigne ils ont passé la journée là-bas, Didier. Didier, si on en parle, c'est parce que les personnes qui gèrent ces petites mains, ils se sont plaints, monsieur. Monsieur Cissé, vous regardez très c'est notre loin. pays. Non, je ne suis pas allé loin. Ils sont restés à Bourgogne de 8h jusqu'à 16h, monsieur Cissé, sans manger, sans rien. Alors qu'ailleurs, dans d'autres stades, par exemple à Yaoundé, c'est très bien géré. Ils ont même un bus, ils ont même le transport, ils ont même des sandwichs. Nous parlons pour que les choses s'améliorent. Nous ne parlons pas pour que, parce que nous n'avons pas les informations que je n'ai pas. Voilà, monsieur Didier. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai pas ces informations. Didier. Je parle de ce que j'ai vu, Didier. Et je ne justifie rien. Didier. Ok, bon, on revient. Je vous en prie. C'est l'heure du journal parce qu'elle est là, Nadine Yambo. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur cette saisie de près de 550 kg de cannabis dans Bacham, dans les Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Les deux femmes trafiquantes les avaient dissimulées dans leur grenier pour tromper la vigilance. Donc ce soir aux 20h, nous reviendrons sur les circonstances de cette saisie. Nous parlerons également de la colère des enseignants du supérieur malgré l'annonce ministre de tutelle du paiement de la prime spéciale de recherche. Le syndicat national des enseignants du supérieur maintient le mot d'ordre de grève dénonçant des manœuvres dilatoires. Nous parlerons également de la visite de l'ex-footballeur international de renommée internationale Lilian Thuram chez le président directeur général d'Equinox Télévision, Séverin Tchonke. Il a donc salué le professionnalisme du personnel d'Equinox Télévision et présenté également son combat contre le racisme et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et puis hors de nos frontières, nous parlerons de l'état d'urgence décrété en RCA après les récentes attaques meurtrières enregistrées dans le pays par des groupes rebelles. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, donc ce sera la suite et qu'il en soit. Deuxième partie, ce sera le débrief. Sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le début du journal, toujours en compagnie de Dilian Kouane, Cissé Bamanga, Didier Imkwa et Joseph-René Mboutouzé. Comme j'ai dit, des jeunes qui ont décidé une fois de plus de déposer des armes dans le cadre de cette crise et le président de la République qui appelle là, depuis octobre 2018, dans tous ses discours, il appelle les jeunes à déposer les armes, à quitter la brousse. Oui, Serge. Ça veut dire que le message passe? Oui, vous voyez, sur ce même plateau, un soir, j'avais montré le niveau d'artisan, d'apôtre de la paix qu'était le président Paul Biya, qui, en créant ces DDR, avait gracié ceux qui tuent dans les régions du Nozo. Puisque vous pouvez y être, à partir du moment où vous décidez de revenir dans l'ordre républicain, la société camerounaise, dans son ensemble incarnée par le président Paul Biya, vous pardonne, vous donne des chances de revenir à la vie sociale normale. Ça, c'est quelque chose d'une grandeur inestimable. Et vous savez, moi, je reste constant dans ma posture de dire que il y a bien évidemment une insécurité dans les régions du Nozo, mais nous ne sommes pas encore au stade où on doit crier sur tous les toits dans le monde entier qu'il y a une guerre dans ces régions-là. Ces derniers temps, j'ai assez lu des choses sur moi dans les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler à ceux qui ont la chance de m'écouter ce soir que j'ai été affecté à la direction régionale de l'Ouest-Sud-Ouest, dont le siège est à Bamenda. Et ceux qui pensent que je ne suis pas allé prendre service, qu'ils se méprennent. C'est parce que je ne peux pas venir ici avec mon attestation de prise de service. Je suis effectivement allé prendre service dans cette direction régionale. Et actuellement, comme tout agent d'un service public, je bénéficie d'un congé annuel qui doit s'arrêter le 2 février. Bon, mais entre-temps, il y a d'autres événements en cours qui m'obligent
à ne plus vouloir continuer sur le même bateau avec les managers actuels de la CNPS. Voilà. Donc ce n'est pas parce que j'ai peur de Bamenda. J'ai effectivement mon attestation de prise de service, j'ai mon attestation de congé. Okay. Et mon congé va finir le 2 février. Et j'irai à Bamenda si rien n'a évolué. Et d'ailleurs même si entre-temps je ne suis plus à la CNPS, de la même manière je suis allé au sud-ouest, j'irai au nord-ouest et je vous apporterai des photographies et des vidéos que je prendrai avec les peuples du nord-ouest, ici là même. Ok. Si c'est Bamanga, des jeunes qui déposent des armes, quelle interprétation vous faites? Le discours, le message du président passe, c'est ça? Je salue d'abord toute la commune de Tombel, qui est dans le coupé Maïnumba, une très belle commune. Il y a de très bons Camerounais là-bas et des Camerounaises. Nous sommes très satisfaits en fait, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, je pense que cette guerre a trop duré et elle a fait vraiment très mal, trop mal à tous les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, vous êtes affectés par cette guerre. Allez du côté de Bonabéry par exemple, vous verrez. Voilà, donc moi je pense que le chef de l'État, une fois de plus, qui est un monsieur qui agit à sa façon, qui fait les choses comme il veut et comme il peut, nous le faisons confiance parce que c'est le président de tous les Camerounais. Et je pense que le DDR, c'est un exemple à suivre. Je pense pourquoi pas ceux qui ont suivi, qui ont baissé les armes à Tombel, pourquoi pas ne pas montrer les exemples à d'autres personnes, même dans la région de l'extrême nord, même dans la région de l'Adamawa, où il y a encore des petites actions comme ça. Je pense que nous sommes tous Camerounais. Et à un certain moment, on a vendu comme quoi cette guerre, dès que Biya Mosgo, c'est-à-dire si le président de la République, Paul Biya, il part, aujourd'hui la guerre va s'arrêter. Mais non. Non, monsieur Serge Alain Autou, je pense que ce genre de mécontentement de nos frères et sœurs, d'une partie du Cameroun, ça ne se termine pas comme ça. Je pense très bien qu'aujourd'hui, arrêtons-nous pour un mois, nous avons des étrangers chez nous, il y a une très belle fête qui est le Chan, et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des personnes qui étaient aujourd'hui, hier, dans des endroits négatifs, aujourd'hui qui sont positifs. Je n'ai que la joie dans le cœur, je n'ai que de l'amour dans le cœur, je suis content et c'est un exemple à suivre. Bravo, 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 que la guerre cesse, c'est tout ce que nous souhaitons. Gillian Cohen, pour vous, c'est un signe que, comme dit souvent le ministère de l'administration territoriale, les choses sont en train de rentrer dans le normal. La situation est en train d'être maîtrisée? Alors, 10 jeunes ont déposé des armes et ça semble être un triomphalisme. Non, c'est soyons sérieux. Nous vivons au Cameroun une guerre qui va au-delà de 4 ans. On ne peut pas se féliciter. Vous négligez que 10 personnes aient déposé les armes? 10 jeunes. Oui, c'est négligeable? C'est largement négligeable. Je crois que nous ne sommes pas ici dans le mécanisme de résolution que nous interpellons de tous nos voeux. Nous avons dit il faut poser des actes assez concrets pour mettre fin à cette guerre. On ne va pas triompher chaque fois que 2 personnes vont déposer les armes pour rejoindre le DDR. Je crois que c'est une chose que 10 jeunes aient pris conscience qu'une guerre contre la République est inutile. Mais c'est encore une autre chose que nous allons vers. C'est négligeable, on n'en parle pas. Nous allons vers les réelles solutions. Non, je dis il ne faut pas en faire un triomphalisme. Non, personne ne fait des triomphalismes. On développe l'actualité. Voyez-vous, au-delà de l'actualité, vous savez, j'ai suivi Bimanga tout à l'heure. C'est quand même 10 jeunes qui manipulaient des armes. Qui disaient bravo au chef de l'État. Et ça semblait être pour lui un exploit. Moi, je dis, et je réitère, que nous ne pouvons pas nous féliciter parce que 10 jeunes ont déposé des armes et que la guerre continue. Parce que quelqu'un disait 1 de perdu et combien de retrouvés. Donc, le problème demeure.
nous interpellons encore le gouvernement à passer outre des actions dont elle se félicite d'avoir le parfait contrôle, la parfaite maîtrise de la crise et d'intégrer immédiatement des solutions que nous ne cessons de proposer. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu radical, sans aucune négociation. Et que les Camerounais se parlent. Je crois qu'en ce moment-là, on ne verra plus à cette initiative des jeunes qui décident de laisser les armes, de déposer les armes, une sorte de triomphalisme. On ira fondamentalement vers la solution de par la racine du problème. Donc pour moi, que dit jeune ait déposé des armes, je vais m'interroger sur la portée d'une information pareille. Qu'est-ce que ça influence dans le déroulé des solutions? Est-ce que forcément ça fait partie des réponses que nous attendons, qu'on nous annonce tous les jours qu'un jeune a déposé, 2 jeunes a déposé, après quand il y a des tueries dans des localités, on essaie de ne pas trop en parler et de médiatiser plutôt ceux qui ont laissé les armes. Non, c'est une sorte. Je préfère que ce type d'information ne soit pas nourri. Ne soit pas relayé. Pas relayé. C'est normal. Je veux dire, ne soit pas nourri de cet espoir qui peut prêter à croire que c'est une marche vers les solutions que nous avons préconisées. Déposer les armes, c'est une chose, mais en rien, cela ne saurait être un exploit. Donc, dans la position... Personne n'a parlé d'espoir. On constate qu'il y a des jeunes qui ont déposé des armes. 10 jeunes qui manipulaient l'arme, les éléments. Quand un Camerounais dit bravo... On sait ce que c'est l'arme. Quand un Camerounais dit bravo au président de la République, je peux comprendre à quel décret. Personne n'a dit bravo au président. Il puise... Encore qu'il ne représente pas tout le peuple camerounais. Il parle en tant que Cissé Bamanga. Oui, c'est mon voisin le plus proche et donc je parle de lui parce qu'il s'est prononcé. Et j'imagine derrière lui combien de Camerounais pourront se prononcer. Le président Paul Biya, votre président aussi, mon cher frère. Je dis, nous les leaders d'opinion, le débat n'est pas sûr. Nous avons certaines choses aussi à faire dans cette guerre, Serge Alain-Autour. C'est une émission très suivie aujourd'hui. Cette guerre, elle est fatiguée. Cette guerre nous fatigue. Il y a des brigands qui ont pris cette guerre en otage. Aujourd'hui, nous sommes des leaders d'opinion. Tu m'excuses, mon frère, quand nous venons sur un plateau de télévision, encourageons ce qui est déjà fait et montrons le bon exemple. Ces 10 personnes aujourd'hui qui sont allées dans le DDR, ça veut dire qu'ils ont compris le chef de l'État. Monsieur Bimanga, je travaillons ensemble pour notre pays. Vous faites fausse route parce que tandis que 10 personnes sont allées au DDR, il y a des morts qui continuent à tomber. Et on ne peut pas, je ne peux pas, du moins, moi originaire du Nord-Ouest, concerné de la crise, me féliciter qu'une actualité, fut-elle de 10 jeunes qui ont rejoint le DDR, soit aussi insensée, ou du moins soit vous êtes du Nord-Ouest? Je suis du Nord-Ouest. Oui, je voudrais savoir, depuis que cette guerre, donc, comme vous voulez ainsi parler de guerre, a commencé, qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour essayer de contenir les choses de manière à ce que nous retrouvons la paix au Cameroun, sur le plan individuel? Moi, je suis allé à Kumba le 31 octobre, j'ai parlé aux gens là-bas. D'accord. Bon, essayez-vous de nous dire ce que vous avez fait pour que ça... Oui. Ma personne semblerait-il ne pas être justement peut-être une influence. Mais si vous voulez savoir, je dénonce. Vous savez combien de jeunes seront prêts à se présenter devant un écran de télévision pour se positionner par vous dénoncez quoi et qui? Je dénonce toutes les dérives. De qui? Soit d'un côté, ce que le gouvernement ne comprend pas, et soit de l'autre côté, ce que certains entrepreneurs de la guerre nourrissent. Et donc au milieu, nous avons des morts. Comment on fait un cessez-le-feu dans une guerre asymétrique? On procède à un cessez-le-feu. Qualifier de ce que vous voulez. J'ai dit, on procède à un cessez-le-feu. Nous sommes dans une guérilla à un problème et nous devons aller vers des solutions qui sont des solutions qui portent tous leurs fruits. Okay, et la solution ici, c'est de cesser le feu de façon radicale. Merci Dylan. Didier Imkwa, cette situation
D'abord, vous aussi, c'est négligeable, non, 10 non, personnes non. qui est... Non, ce n'est pas du menu fretin. Tous les spécialistes de la polémologie, des études des guerres et de l'irénologie, des études de la paix, vous diront que dans un conflit armé, lorsque vous avez 5, 6, 7, 8, 10 personnes d'un camp de belligérants qui déposent les armes, rejoignent, comme dans ce cas, le camp républicain, c'est une brèche dans laquelle vous pouvez vous engouffrer pour engager un vrai dialogue. Parce que ces jeunes sont porteurs de beaucoup d'informations qu'il faut décrypter pour savoir par où commencer. Serge Alontou, vous êtes un brillant journaliste, il y a un fait majeur qui va se passer ces jours-ci. Le cardinal, son éminence, le cardinal Toumissa, reçu à la CRTV. C'est tout un symbole. Lorsqu'on sait que depuis un certain temps, le cardinal Toumissa était presque à porte-à-faux contre le chef de l'État. Mais il sera reçu à la CRTV. C'est un symbole. Je ne suis pas communicateur, mais vous pouvez décrypter ce geste et comprendre beaucoup de choses. Je pense que il ne faut rien négliger dans cette guerre. Je considère que ces deux éléments sont comme des faisceaux lumineux qui traversent les nuages, les lourds nuages de ce conflit armé qui a tant duré et qui a fait trop de morts. Il revient maintenant à l'hégémon central, au prince, qui a toujours la main tendue, d'engager un vrai dialogue. Ces jeunes, de plus en plus, comprennent qu'on a exploité leur vulnérabilité, qui est peut-être la pauvreté, qui est peut-être le chômage. Ils sont lancés dans une guerre dont ils n'ont pas la maîtrise des tenants et des aboutissants. Je l'ai toujours dit, j'ai eu la chance que chaque fois que vous m'invitez à parler de ce problème, le conflit armé du Nozo, qu'il y a des commanditaires qui sont même parmi nous, qui ont choisi comme modèle politique la nécropolitique. C'est-à-dire, il faut tuer pour s'affirmer, pour avoir une certaine légitimité. Évidemment, cela ne peut pas être content lorsque les gens quittent le terrain de la guerre pour gagner le couloir républicain. Ils ne peuvent pas être contents. Cela va de soi. Beaucoup de gens ont cru peut-être que la guerre du Nozo pourrait c'était un cheval de Troie pour aller détrôner le président Biya Ituri. Évidemment, il ne peut pas être content. Beaucoup de gens en ont fait de cette guerre une ingénierie commerciale, une économie. Parce qu'à côté de la guerre, l'économie de la guerre. Cette zone est devenue presque un no man's land. Il y a des gens qui sont lancés dans le trafic de carburant, dans le trafic des produits illicites, la drogue. Parce que, comme c'est un vide, c'est devenu une société anomique. Il n'y a pas de normes là-bas. Et puis, évidemment, ces gens qui profitent grassement de cette guerre-là ne souhaiteraient pas qu'elle prenne fin. Donc moi, je pense qu'en tant que pacifiste, je suis dans un parti qui ne prône que la paix. Je ne peux que m'en féliciter. Que c'est une occasion qui est offerte comme ça au président Biya d'engager un dialogue. Et encore que ceux qui sont de ce côté de l'ordre région n'ont jamais dit que le dialogue de Yaoundé était la fin des dialogues. On est en permanence dans le dialogue. Vous comprenez? Je crois qu'il faut vite faire pour mettre fin à cette guerre. Je comprends mon ami d'en face, je le comprends très bien. Il est originaire de Bamenda. C'est un compatriote qui est touché dans sa chair. Je le comprends. Il peut ne pas être d'accord, il peut considérer ça comme du menu fretin, mais je le comprends. Parce que la proximité avec l'épicentre de la guerre fait que il ne peut pas avoir le même ressentiment que nous. Je le comprends. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être humble. Quelqu'un vit à Douala. Écoutez, non, il est de là-bas. Même s'il vit à Douala, Boutouzé, toi tu as 100 000 ans. Je ne suis pas sûr que tu as perdu les parents là-bas. Il faut faire attention. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être humble. Il faut être moins condescendant, moins péremptoire et comprendre que cette guerre-là a fait trop de mal à ce pays. Mon frère, ce n'est pas seulement à Bamenda. Cette zone-là est économiquement morte.
elle est économiquement morte. Et vous savez qu'un pays est comme un corps humain. Lorsque vous avez mal à l'orteil, le malaise est général. Donc je pense que ces jeunes-là, qui comprennent déjà petit à petit qu'on leur a raconté des conneries, on leur a vendu de la neige, qu'on vendait la neige à un ours dans les zones antarctiques, ils comprennent de plus en plus qu'il faudrait qu'ils rentrent dans le couloir républicain pour se refaire, et tant mieux s'ils peuvent s'insérer dans le tissu économique et social. Justement, Joseph-René Mboutouzé, dans ce qui revient depuis la fin du grand dialogue national, il y a beaucoup qui pensent qu'il faut passer un dialogue inclusif. Il faut continuer de dialoguer, il faut encore dialoguer. Oui, on a plusieurs conflits dans le monde. Un seul dialogue, est-ce que c'est suffisant? Non, il n'y a pas eu un seul dialogue. Les dialogues ont commencé lorsque les revendications corporatistes ont commencé en 2016. C'est là où le dialogue a commencé. Mais là, on demande un dialogue inclusif. Oui, on a vu le gouvernement aller sur le terrain, parler aux gens. On a vu le ministre de l'administration territoriale, le très très grand ministre à Tangandji, on a vu le très très grand premier ministre camerounais qui sont allés dans ces régions-là parler aux gens. Et puis, on n'a jamais dit qu'il n'y ait pas. Plusieurs fois, sur ce plateau, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas possible qu'on convoque une forme de rencontre où les jeunes Camerounais, entre eux, vont pouvoir s'asseoir et se parler. Parce que vous savez, dans cette guerre, c'est les jeunes qui meurent à 80%. C'est les jeunes qui tuent et qui meurent. Oui. C'est-à-dire que vous voyez, donc même les militaires qui meurent, ce sont les jeunes, parce que je ne pense pas que des militaires de 50 ans et tout ça, on les envoie là-bas, ce sont des jeunes militaires. Ça veut dire que du côté de l'armée, ce sont les jeunes. Ceux qui sont en brousse et qui font la razzia dans les villages et auprès des populations, ce sont des jeunes. Alors, moi, je pense que c'est une solution qu'on doit trouver aussi au sein de la jeunesse. Moi, on était à l'école, à l'université, il y avait dans des communautés des associations de jeunes. Je ne pense pas que ces associations ont cessé d'exister. Il faut qu'il y ait des dialogues à tous les niveaux au sein des associations de jeunes, au sein du Conseil national de la jeunesse, et que si l'État peut vraiment réunir un grand conseil où on prendra peut-être 200 jeunes par département et tout ça, des réunis pour qu'ils causent. Mais si on a dans la région du sud-ouest et du nord-ouest 1000 jeunes qui viennent rencontrer 2000 jeunes du Grand Nord, 1500 jeunes du Sud, 700 jeunes de l'Est et tout ça, ils essayent de se parler en se regardant. Parce que vous savez, ce sont nos enfants actuellement là, qui sont les décideurs dans nos foyers. Parce que il faut d'abord que la stabilité commence dans chaque foyer. Aimé Césaire avait dit qu'il ne peut pas avoir de pays stable sans famille stable. Alors, cette éducation, ces entretiens, doivent d'abord commencer dans nos cellules familiales. C'est-à-dire que les frères doivent pouvoir se parler, se dire les vérités entre eux, en famille, dans les villages, dans des communautés plus grandes et sur le plan national. Et il faut, moi, j'invite le gouvernement à encourager véritablement une rencontre où des jeunes peuvent se retrouver ensemble et se dire des choses. Parce que au grand dialogue national, moi, je n'y étais pas. J'aurais bien voulu y être, mais je n'y étais pas. Combien de jeunes auraient souhaité être là, mais qui ont été plutôt... ça a été pris en otage par des personnes d'un certain âge, du point de vue soit de leur fonction administrative ou bien de leur fonction politique. Est-ce que ce genre de problème, on est plus en mesure d'apporter des solutions parce qu'on occupe une haute fonction administrative ou bien une haute fonction politique? Moi, je ne pense pas. Voilà, si c'est Bamanga, justement, comme dit Joseph-René Mboutouzé, est-ce que la jeunesse n'a pas son mot à dire par rapport à la crise en réforme? Est-ce qu'on a suffisamment écouté la jeunesse sur cette crise? Comme il a dit, c'est les jeunes qui sont
au niveau des forces de défense et de sécurité, sont les jeunes qui tombent. De l'autre côté, il y a des jeunes qui tombent également, ceux qui ont pris des armes. Est-ce que ça ne passe pas aussi par les jeunes? Ils n'ont pas leur mot à dire. Écoutez, nous sommes dans un pays où la jeunesse n'est malheureusement pas écoutée. Vous devez voir, aller dans tous les secteurs dans ce pays, et c'est l'une de mes batailles aussi, vous le savez très bien. Les jeunes dans ce pays, on manque quoi faire. Parce qu'on a la jeunesse, on a l'une des jeunesses les plus compétentes d'Afrique, mais aujourd'hui on est lésé. On peut comprendre, M. Serge Alain Autou, que c'est quand même 20% des Camerounais. Quand vous prenez les anglophones, c'est 20%, c'est pas négligeable. Je peux comprendre mon cher frère panéliste de la droite, je peux comprendre ses frustrations, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce pays nous appartient tous aujourd'hui. Cette guerre doit s'arrêter parce qu'on a tellement perdu. On a perdu presque en tout dans cette guerre. Et malheureusement, le dialogue national, le premier, est venu un peu trop tard. C'est venu un petit peu... d'une façon où ils ont accaparé cela, la jeunesse n'était pas vraiment... Je pense tout de suite, par exemple, au dialogue national, où même la jeunesse du Septentrion, qui était invitée là-bas, n'a pas pu avoir la parole comme il se fait. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit travailler avec la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, lui, il est le sage. Maintenant, il faut des personnes dynamiques, il faut des personnes fortes, il faut des personnes qui peuvent apporter un plus pour que le Cameroun soit mieux que là où on est. Parce qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, tout n'est pas noir dans notre pays, mais nous savons que nous sommes dans un pays qui a un potentiel plus que ce qu'on peut avoir. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir une grosse compétition comme le CHAN. Mais nous n'avons même pas de championnat, M. Serge Alain Autou. Nous n'avons même pas de vrais dirigeants de football. Il y a une grosse bataille entre X et Y, qui ne sont même pas des footballeurs, qui sont des politiques. C'est ça que nous déplorons. Non. Pour revenir sur le sujet, je pense que ce pays nous appartient tous et que nous ne voulons pas cette personne, ce genre de personnes, c'est-à-dire ces vieilles élites-là, qui ont pris ce pays en otage, parce que ça, il faut le dire, je suis jeune, et ça, c'est le jeune Camerounais qui parle, ils ont pris ce pays en otage, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, l'alternance va se faire même naturellement. Mais aujourd'hui, c'est genre, si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas préparés à prendre les choses en main, nous n'allons pas fonctionner. Et je chute rapidement en disant que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, n'oubliez pas, M. Serge Alain Autou, tous, je dis bien tous, ont pris les choses, ils se sont mis aux affaires très très jeunes, hein? Très très jeune, à 23 ans, à 22 ans, machin. Et je peux le citer aujourd'hui, vous savez, le président de l'ADD, un jour il s'est moqué de moi, il m'a demandé que j'avais quel âge, je lui ai dit que j'avais 35 ans, il s'est moqué de moi, il me dit qu'à 35 ans, j'étais déjà un haut fonctionnaire. Aujourd'hui, moi, à 35 ans, je viens encore sur le plateau pour dénoncer. Mais non, nous devons participer. Ces gens-là qui ont pris ce pays en otage, malheureusement, ils doivent comprendre que s'ils continuent dans la même lancée, dans la même bêtise, naturellement, les choses vont se faire et ils verront. Dylan Cohen, la jeunesse chère à Canon dans le conflit du nord-ouest et du sud-ouest, mais est-ce que au niveau de la prise de parole, la jeunesse est écartée? Oui, effectivement, c'est voulu. Vous savez, c'est voulu du régime en place de ne pas aller vers justement ceux qui subissent les pires affres de cette guerre. Parce que si un temps soit peu, on était allé vers le sens que M. Boutouzé disait, c'est-à-dire que permettre qu'il y ait des rencontres entre les jeunes, ça peut être dans des milieux universitaires, ça peut être dans des grands forums, pour débattre fondamentalement de ce problème de la crise anglophone. Je crois qu'en ce moment-là, on aurait au moins des pistes sur lesquelles on sera en train de surfer pour aller vers des solutions. Mais non, il y a une sorte de mauvaise volonté d'adresser le problème en tant que tel et de permettre que le débat soit un débat, du moins, qui peut laisser naître ces solutions pérennes. Vous savez, la crise anglophone aujourd'hui démontre que nous devons nous départir du cosmétique. Je disais tout à l'heure que le mal profond que j'éprouve, ce sont ces morts, plus, qui tombent. Et
il est aujourd'hui impensable que pour un acte comme les 10 jeunes qui ont rejoint le DDR, il est impensable que fondamentalement nous, qui avons soif de ces solutions, d'une fin radicale, c'est-à-dire que nous parlons ici de fin radicale, de la guerre, que nous soyons en train de nous féliciter, ou alors que nous prenons cette information comme dirait une satisfaction quelconque. Non, je vois en mal que 10 personnes qui auraient pris conscience, je suis très d'accord, qu'ils ont pris conscience que vivre retranché et tuer les gens avec des armes, pourtant ils n'ont pas qualité. C'est ce point-là, au moins je peux être d'accord avec tout le monde. Mais j'ai dit que je me refuse de me réjouir parce que 10 ont rejoint le DDR quand la guerre en elle-même continue. Je serais très ému de comprendre que le gouvernement a mis en place des ouvertures pour que ceux qui vivent retranchés annoncent au moins qu'ils ont déposé les armes, peut-être là où ils sont, qu'ils ont déposé les armes, mais qu'ils ne sont plus prêts à mener des attaques frontales avec l'armée républicaine. Et en ce moment-là, je crois que je me serais félicité que le gouvernement a posé un acte qui a un effet et donc qui va dans le sens de mettre fin à la guerre. Didier Mkoa, rapidement, vous sort 30 secondes. Oui, moi je pense que on a encore une opportunité de trouver un médiateur qui a une légitimité certaine, c'est le candidat Toumi. Moi je crois que à son âge là, on n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à perdre, pardon, mais on a beaucoup à gagner. Il est presque dans la même tranche d'âge que le président Biya. Je crois qu'on peut l'utiliser. Pourquoi pas le seul leader politique qui est encore resté dans cette zone-là, le chairman Mignon Founi. Serge Alontou, la jeunesse, c'est à peu près 60% de la population camerounaise. Elle a en même temps une bombe sociale, mais elle a aussi une grosse opportunité. Parce que c'est la jeunesse qui achète les téléphones de 100 000, 200 000, 300 000, les voitures de 3 millions. Donc il faut savoir l'exploiter. Il y a dans mon village, on dit que si tu ne veux pas que le cancre-là rentre dans ton mur, évite qu'il y ait des fissures. Si on ramène cette parole de sagesse au niveau de ce débat, s'il faut éviter la guerre dans son pays, il faut penser à la formation des jeunes, à la professionnalisation de ces jeunes-là et surtout à leur insertion dans le tissu économique. Parce que lorsque vous avez des jeunes qui ont été formés, qui travaillent, ils sont moins vulnérables, donc ils ne sont pas manipulables. Ok, merci cher monsieur d'être venu, merci Dylan, merci Joseph René Mboutouzé, merci, on arrive au terme malheureusement, merci Didier Mkoa, merci Cissé Bamanga, voilà, vous êtes souvent invité, hein. Prochaine fois vous allez, nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris je voudrais quand même rapidement. Allez-y, rapidement. Oui. Je voudrais quand même dire que je bois du petit lait sur ce tableau avec la magnificence avec laquelle les Camerounais apprécient nos stades qui ont été construits. Quand je pense que ici même certaines personnes disaient qu'il n'y a pas de stade, rien ne sera fait, il n'y aura pas de chant et tout ça. De la même manière qu'ils sont contents d'aller dans ces jolis stades, j'ai foi que dans quelques mois, chaque Camerounais pourra être heureux dans n'importe quelle ville du Cameroun. Ok, merci, le message est passé. Alors monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine, et qui nous soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Michael Ngando Ngandjoui.